Il y a des signes qui peuvent interpeller les parents et les enseignants chez des enfants de bonne intelligence, qui n'ont pas de problème émotionnel au départ, et qui n'apprennent pas de manière durable et persistante, malgré les aides qu'on lui apporte. Ça sera l'incapacité à apprendre des procédures, en fait, la plupart du temps. On parle beaucoup de troubles procédurales. On va voir que l'enfant peut mémoriser, peut être attentif et de bonne intelligence, mais qu'il est incapable, par exemple, d'apprendre à faire ses lacets, d'apprendre à faire du vélo, d'apprendre à procéduraliser un certain nombre de tâches, de routines, en fait, et qui montre qu'on a une atteinte possiblement neurologique sur certains circuits responsables de ces fonctions. Alors, est-ce que les enfants avec un diagnostic 10 sont handicapés? C'est une grosse question parce qu'il faut déjà que le diagnostic soit bien posé. Tous les diagnostics ne sont pas valides, il y a une très forte popularité de ces notions aujourd'hui, mais quand il y a une entrave persistante, durable, dans une fonction qui touche les apprentissages et que c'est d'ordre neurologique, bien sûr que c'est un handicap. La notion de handicap s'est en plus étendue depuis la loi de 2005. En matière de dispositifs d'aide externe, alors il y a des psychologues évidemment qui conduisent des examens psychologiques, qui font de la thérapie, donc sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur la question de l'estime de soi, qui peuvent aussi travailler sur des fonctions cognitives ou instrumentales, de la remédiation ou de la rééducation. Il y a des orthophonistes qui sont de très bons partenaires et des experts dans le monde du langage notamment, donc qui vont aider l'enfant à rentrer dans le monde de la lecture ou des mots en général ou de l'articulation. Bon. Les psychomotriciens s'occupent, eux, du rapport du corps, mais toujours en lien avec la personnalité dans sa globalité. Il y a des ergothérapeutes qui sont des experts de l'aménagement, de la compensation, de l'aide et de l'étayage de l'enfant sur le plan, disons, instrumental. Vous avez des médecins, évidemment, neuropédiatres, neurologues, qui surveillent le dossier, qui coordonnent les soins et les actions. La souffrance des parents doit absolument être entendue, celle de la fratrie aussi. On sait que ça a toujours des répercussions sur la famille proche et aussi sur la famille élargie. Il est évident que des parents qui sont bien en place, eh bien, ils portent leur enfant, ils l'encouragent, ils le stimulent. Et il ne faut surtout pas rester obnubilé par le trouble ou rester focalisé sur le symptôme. Il faut vraiment penser l'harmonie de l'enfant dans son environnement proche et élargi et jamais perdre de vue cet équilibre-là.